Bienvenue, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Le bilan des contaminations poursuit sa hausse significative. Notre pays a enregistré malheureusement toute la semaine, tous les jours, un nouveau record du nombre des cas positifs au Covid-19. Plus de 4 mois sont passés depuis l'apparition des premiers cas de coronavirus en Algérie. À l'époque, nous étions sûrs qu'en mois de juillet, nous ne serons pas à ce stade de la pandémie. Aujourd'hui, nos hôpitaux sont saturés et le personnel soignant épuisé. Pourquoi nous en sommes là? Sommes-nous devant un échec de la prévention? Les mesures prises pour baisser la pression dans nos hôpitaux et endiguer la propagation ont-elles été efficaces? Ont-elles sauvé des vies? Comment est le moral des troupes dans cette guerre qui semble s'éterniser éternellement? Élément de réponse dans cette émission. Et pour en parler justement, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Yousfi Mohamed. Vous êtes chef de service infectiologie à l'hôpital de Boufarik à Blida. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Bonsoir. Je reçois également le professeur Ketfi Abdelbasset. Vous êtes pneumologue à l'hôpital de Rouiba. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Nous devions recevoir le docteur Fawzi Drar également, le DG de l'IPA, mais pour le moment, il n'est pas encore arrivé. Nous l'attendons parce que vraisemblablement, il est bloqué dans les embouteillages. Et nous aurons également par téléphone docteur Lezhar Kourichi, médecin urgentiste, responsable de l'unité Covid à l'EPH d'Ouled Djellel à Biskra. Je ne sais pas si nous l'avons déjà par téléphone. Alors, nous commençons avec vous, messieurs, avec cette hausse des chiffres. Pourquoi nous en sommes là, finalement? Alors, je le disais à l'instant, nous pensions que... en mois de juillet, on sera déjà à la fin de la pandémie. Ce n'est pas le cas. Pendant une semaine durant, l'Algérie a enregistré tous les jours des records. Le dernier chiffre était à peu près de 363 contaminations, donc celui d'hier. Pourquoi nous en sommes là, docteur Yousfi? Vous êtes un petit peu optimiste lorsqu'on vous dites nous pensions être à la fin effectivement les études prédictives et les modélisations surtout. Pas à la fin de la pandémie ou de l'épidémie, c'est-à-dire qu'on devait être dans la bonne voie. Dans la chute en fait. C'est ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est une chute qui a commencé au niveau national, donc début avril, disons pas vers la mi-avril. À Blida, c'était à peu près vers le 20 avril. On a commencé après la phase de plateau à descendre. Et au niveau national aussi, les chiffres étaient clairs pendant le ramadan. À titre d'exemple, la moitié de l'hôpital était vide. Chez nous, on va dire à partir de début de ramadan, on avait 4-5 PCR positifs par jour. On en avait 15-20 avant. Mais malheureusement, et tout le monde le sait, et on connaît la cause, le non-respect, et on a commencé après la phase de déconfinement, il ne faut pas oublier. Avec le début du déconfinement, le non-respect des mesures de prévention, donc tout ce qui est port du masque, tout ce qui est mesures de distanciation, tout ce qui est lavage des mains, etc., surtout le masque et la distanciation, a fait que on est revenu à la case de départ. Peut-être pire. Pire, pourquoi? Parce que j'y arriverai. Avec des personnels de santé, je prends le cas chez nous, où c'est notre 5e mois. On est rentré dans le 5e mois. Depuis le 1er mars, non-stop, c'est les mêmes équipes qui sont épuisées. Et on est actuellement... C'est un point qu'on va développer. Avec des hôpitaux complètement saturés. Il faut rappeler que cette problématique a commencé les derniers jours du carême, du mois de Ramadan, avec le non-respect, malheureusement, par des citoyens, par des commerçants. L'histoire du rideau à moitié ouvert, donc clandestinement, et ça s'est accentué les 2 jours supposés de confinement Thaled et qui ont été utilisés par certains pour faire de la prière clandestine, Thaled clandestine, pour le Rafro, etc. Et c'était après l'explosion. Et progressivement, à partir, comme je vous disais, vers la fin de Ramadan, début de donc ça veut dire un peu plus d'un mois, on va dire 40 jours, et on est arrivé actuellement à des chiffres
qui sont très importants, comme vous venez de le dire, plus importants que ce que nous avons vécu nous pendant fin mars jusqu'à la mi-avril, mais avec un personnel qui est à bout. Nous avons avec nous par téléphone le docteur Lazhar Qorichi, je l'annonçais tout à l'heure, il est médecin urgentiste, responsable d'unité Covid à l'EPH de Ouled Djellel, une région située à peu près à une centaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Biskra. Docteur Qorichi, bonsoir. Bonsoir. Alors, Biskra fait partie des wilayas où le nombre des Covid aussi augmente de jour en jour. Vous travaillez dans le seul hôpital de la région de Ouled Djellel. Dites-nous un peu quel constat faites-vous aujourd'hui? Ces derniers jours, on a constaté un grand afflux de malades vers la consultation du service de Covid et c'était une surprise parce qu'auparavant, on n'avait que 2 ou 3 malades par jour. Mais les 2 dernières semaines, il y a un grand afflux de malades, 15, 20, 40 malades qui sont diagnostiqués malheureusement que par le TDM, 15, 20, 25, 30 malades positifs. Et on a le problème de PCR qui n'arrive qu'après une semaine à 10 jours des labos de Batna. Oui. Dites-nous, docteur, est-ce que vous avez des cas graves dans le service et est-ce que vous avez des lits de réanimation? Dieu merci, malgré le grand afflux de malades, mais la majorité des cas sont des cas bénins qui sont pris en charge en ambulatoire après leur diagnostic. Et les cas graves, on n'en a que quelques malades qui sont comptés au doigt des 2 mains. On a quelques décès, mais c'est pas le phénomène de Biskra ou de Blida. Parce que c'est une petite agglomération de 80 000 habitants. Donc, Dieu merci, le flux de malades graves n'est plus. Oui. Le problème aussi qui se pose, c'est que vous avez un seul hôpital et qui a une capacité très réduite par rapport au nombre de la population, c'est ça? Effectivement, la circonscription d'Ouled Djellel qui compte 6 communes et 240 000 habitants ne dispose que d'un seul hôpital en préfabriqué, bâti en 1985 pour une population de 40 000. Alors on est à 240 000 habitants. Et dont les délais d'usage sont finis depuis 10 ans. Oui. Est-ce que vous avez une explication de cette augmentation justement significative de contamination? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? C'est clair, c'est le déconfinement, c'est le non-respect de la protection personnelle, c'est les visites familiales, c'est le non-respect, comme titre, le non-respect du confinement. Oui. Est-ce que vous avez un appel à lancer avant de vous libérer, docteur Qorichi? Oui, j'appelle toute la population d'Ouled Djellel et la population de l'Algérie de se confiner, de se protéger. C'est leur vie qui est au risque. Oui. Merci beaucoup, docteur Qorichi, d'avoir été avec nous, de nous avoir donné une idée de ce qui se passe un peu dans cette région enclavée. Alors, docteur Kitfi, dites-nous pourquoi... merci à vous. Dites-nous pourquoi les tests PCR ne sont pas disponibles partout dans le pays. Vous allez me dire que même sur Alger, déjà, il y a un problème aussi de PCR. Vous avez le même problème au niveau de votre hôpital? Merci beaucoup, merci pour l'invitation. C'est une question là que je ne peux pas réellement répondre, parce que ça ne dépend pas de nous. Nous, on est des consommateurs. En fait, est-ce que vous êtes confronté au même problème? Ah oui, on est confronté au problème de PCR et de réactif qui n'est pas disponible. Apparemment, il est disponible à Pasteur, mais nous, à Ruiba, on a lancé dans notre laboratoire la PCR GenXpert qui était rapide. Ça permet de donner des résultats en 45 minutes, mais malheureusement, on est à court de réactifs. Et donc, on ne peut pas exploiter... ces moyens qui permettent réellement d'apporter un plus pour le diagnostic, pour un diagnostic rapide, pour un diagnostic efficace.
Et certainement, ça participe à une prise en charge rapide et précoce, et sachant bien que la prise en charge ou le diagnostic, plus qu'il est rapide, plus qu'il est précoce, ça permet certainement d'éviter l'évolution vers des complications. Oui. Donc en fait, en réalité, c'est une chaîne dans la prise en charge. Plus le patient consulte rapidement, plus qu'il est diagnostiqué rapidement, traité rapidement, absolument, ça donne de bons résultats en général. Docteur Yousfi, est-ce que justement, il a parlé un peu des équipements PCR qui sont disponibles au niveau de leur hôpital. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, par exemple, utiliser les équipements PCR qui sont disponibles au niveau des laboratoires des universités, mais il aurait fallu quand même, encore une fois, fournir les réactifs? Écoutez, moi je l'ai dit, on a peut-être la chance, disons la chance. Mais quand même, après 5 mois, on n'a pas encore réglé ce problème. À ma connaissance, moi, le problème ne se pose pas, lorsque je discutais avec le docteur Darar, ne se pose pas en termes donc, de kit de PCR. Donc il y a un problème de gestion, d'approvisionnement pour que nos amis de Ruba puissent avoir ces kits. Ce qui n'est pas normal. Je vous dis encore une fois parce que j'ai la chance d'avoir eu les premiers cas, d'avoir donc accompagné cette crise, entre parenthèses, des kits de PCR, parce qu'il fallait dire que les dispositions n'avaient pas été prises malgré l'appel du docteur Darar pour qu'on puisse, avant l'épidémie, avoir un nombre suffisant. Absolument. Et donc, on était seuls au début, pendant pratiquement 3 semaines, à avoir les cas, et c'était ce qu'il y avait du quota de l'Institut Pasteur. Vers le 20, entre 20 et 25 mars, jusqu'à la fin du mois de mars, c'était terrible. On a les derniers kits, une dizaine de kits, on nous les a donnés à Beaufarik, c'était fin mars. Et on est même resté 1 ou 2 jours sans. Puis à partir du début avril, a commencé l'approvisionnement. Et je vais dire qu'à partir de la mi-avril, entre le 15 et 20 avril, le problème était réglé. Le problème était réglé. Et aujourd'hui? Nous, on n'a aucun problème. On n'a aucun problème de... Je vous ai dit, depuis le début, on a eu ces difficultés. Ça a failli même faire... Vous pensez que ces régions sont comme ont un problème, enfin, sont victimes de la centralisation, peut-être aussi? Encore une fois, ce n'est pas pour défendre l'Institut Pasteur. Les kits sont en nombre suffisant. Donc il y a un problème en termes de procédure d'acheminement ou j'allais dire, il y a ça. Deuxièmement, il y a un autre problème aussi, il faudrait que, et dont on est victime, nous, le professeur Tuer en a parlé, c'est, on avait ici même au niveau de l'NTV, avec le ministre à l'époque, au tout début, parlé de la décentralisation. À l'époque, il y avait l'Institut Pasteur. Progressivement, il y a eu beaucoup de laboratoires. Mais il faut dire que c'est le cas maintenant à Ruba, à Sétif, que cette décentralisation, il y a des hôpitaux qui avaient des automates type Jeune Expert qui ont des cassettes, c'est pas la même chose qu'au niveau de l'Institut Pasteur, et donc ces cassettes, comme à Sétif, avec le professeur Lechep, lorsqu'ils se sont tombés en pénurie, et plutôt en rupture, il n'y a pas eu renouvellement. Et c'est pas normal, là c'est aussi un problème de gestion au niveau de ces laboratoires. D'autres laboratoires aussi ont commencé en faisant une quantité, disons, ou un nombre limité de tests par jour. Ils ne le font pas le week-end, ils ne le font pas la nuit. Alors vous imaginez après, donc la charge sur l'Institut Pasteur, qui est passé à l'époque, lorsqu'on avait commencé avec 50 à 60 prélèvements par jour, puis vers 400, et maintenant ils sont, si je ne me trompe pas, vers 2000 prélèvements par jour. Et pourquoi on est pénalisé après? Nous, on n'a pas de PCR. On va l'avoir après la visite de M. le ministre la semaine passée à Blida, on va l'avoir la semaine prochaine. Vous tendez une perche, docteur. Justement, excusez-moi. Oui. Mais en ayant le nombre de malades le plus important en Algérie, avec beaucoup, et nous, c'est PCR. Donc le scanner est dans le cadre du bouquet. Justement, alors le ministre de la Santé, puisque vous en parlez, a affirmé que le scanner n'est utilisé que pour le suivi des malades après dépistage. On sait très bien que dans plusieurs régions, c'est le cas aussi de la région de Biskra et de la région de Ouled Djelal particulièrement, on diagnostique, entre parenthèses parce que c'est pas vraiment un diagnostic, on dépiste, j'allais dire, donc on diagnostique le Covid. Bien sûr, grâce au scanner. Que signifie finalement cette déclaration? Est-ce que qu'il faut arrêter les scanners pour diagnostiquer? Merci pour cette question, mais d'abord j'aimerais bien rebondir un petit peu sur la question précédente concernant la pénurie en matière de réactifs PCR. Oui. Bon, d'abord, il vient de préciser qu'en réalité, c'est pas la même chose, c'est pas la même technique qui est utilisée par la technique rapide et la technique utilisée à l'Institut Pasteur. Oui. Ben, moi, je ne suis pas très impliqué dans le côté technique. Hein. Moi, je suis clinicien plus qu'autre chose.
Donc en fait, en réalité, quand on dit qu'il y a pénurie dans un endroit, ça ne veut pas dire que c'est la même technique qui est utilisée à l'Institut Pasteur. Donc en fait, ce sont deux choses différentes. Je pense que c'est le même appareil qui est acétif. Autre chose, c'est que ça ne veut pas dire que sans PCR, on ne travaille pas. Ah oui, sûr. On va travailler dans tous les cas. Dans tous les cas, on va travailler. C'est le cas, en tout cas. Il continue à travailler. Et fort heureusement, c'est qu'on a aussi la sérologie. On n'a jamais eu de pénurie. Ça fonctionne. Aussi, on l'utilise. Et c'est un moyen aussi qui apporte un plus. Il n'y a pas que la sérologie aussi. Il y a le scanner, l'imagerie. Aussi, ça reste quand même... Ah, justement. C'est pas très exact. Non, voilà, c'est pas très exact. Mais en fait, nous, on l'utilise dans un contexte global. On ne va pas l'utiliser de façon isolée. On ne va pas tester des gens qui sont asymptomatiques et on va leur dire que vous prenez un traitement. C'est des patients dans un contexte très évocateur, donc ça permet ça apporte un plus. Oui, je vais vous inviter à regarder un reportage, justement, qui va peut-être dresser un peu la situation dont nous en parlions déjà au début de cette émission, qui est en l'occurrence la saturation de nos hôpitaux. C'est l'exemple au CHU de Mustapha Bacha, regardez. Non-port du masque, distanciation physique peu respectée, insouciance, l'atmosphère de vigilance imposée par le confinement semble avoir été oubliée par une partie des citoyens, comme ici à Raya et Sorekal, deux quartiers de la wilaya d'Alger. Une recrudescence due à un relâchement inconscient quant au respect des mesures barrières. Je ne supporte plus le port du masque, même si l'épidémie du coronavirus persiste. Lorsque je suis allé acheter une bavette, son prix était de 150 dinars. C'est excessif. Beaucoup de personnes ne peuvent pas se la procurer. Il y a des personnes qui respectent les mesures barrières, d'autres sont inconscients et prennent ça à la légère. Cet état de fait s'explique par une négligence de la part des citoyens à qui l'on ne cesse de répéter que les mesures barrières doivent être respectées. Le regain du nombre de contaminations me fait peur. Je me sens obligé de porter un masque de protection. Avant de sortir, nous devons mettre une bavette pour nous protéger. Le respect des mesures de prévention reste selon les experts l'une des meilleures façons pour endiguer la propagation du Covid-19. Vigilance de tous oblige pour sortir de cette situation de crise. Alors on a vu un reportage donc, qui parlait un peu de la recrudescence des cas à Alger, c'est le cas un peu partout. Alors on vous avait reçu il y a quelque temps, docteur Russi, où on parlait de baisse de pression. Aujourd'hui, on n'en est plus là, malheureusement. Effectivement, je vous avais dit tout à l'heure, comme dans tout le pays, et bien sûr, surtout la wilaya de Blida, qui a reçu le plus gros coup avec le confinement, on a eu donc, le début, le 29 février, on a eu la phase ascendante, on était donc en plateau à partir de début avril, et on a commencé à la phase descendante vers le 20 avril, quelques jours avant la fin avant Ramadan. Et à partir de là, dans les autres wilayas, il y avait la majorité des autres wilayas, il y avait très peu de cas. Il y avait un petit peu, donc surtout Alger qui venait en deuxième position, il y avait un peu Sétif, Oran, mais à l'époque c'était donc un nombre qui était maîtrisable. Et par la suite, comme je vous ai dit, donc ce non-respect a fait qu'il y ait cette explosion. Mais je voulais juste faire une précision, parce que là, en discutant avec les collègues, même l'Institut Pasteur, il faut qu'on fasse attention parce que nous, les cas qui sont déclarés, disons, en appliquant la circulaire, c'est-à-dire qu'on prélève uniquement les gens symptomatiques, les PCR uniquement symptomatiques. Ce n'est pas le cas dans d'autres wilayas, d'après les informations que j'ai eues, c'est-à-dire qu'ils font les enquêtes autour des cas. Ce qu'on faisait en mars, avant la deuxième étape. À l'époque, les premiers cas qu'on a eus, asymptomatiques, on fait l'enquête, on ramène toutes les personnes autour de la famille et on les prélève et ils étaient isolés au niveau de l'hôpital. À partir du 23 mars, on est passé à la phase 3, donc, comme dans tous les pays du monde, la phase de transmission active, ce qui fait qu'à ce moment-là, on ne prend en charge que les formes symptomatiques qu'on prélève, qu'on traite à partir du 23 mars, et les autres étaient confinés, les formes asymptomatiques, c'est-à-dire autour du cas. Lorsqu'on va dans la famille, toutes les personnes qui sont asymptomatiques, on les prend à l'hôpital. Celles qui ne sont pas asymptomatiques, on ne les prélève pas et elles restent confinées pendant 14 jours. Les informations que j'ai eues, apparemment, dans d'autres wilayas, c'est qu'en faisant l'enquête, ils prélèvent les malades. Et ce qui fait que, et ça j'ai eu des informations de la part de l'Institut Pasteur, ce qui fait que le nombre
nombre élevé au niveau de l'Institut Pasteur de prélèvements qui arrivent de ces wilayas, où il y a les symptomatiques et asymptomatiques. Et on est, je vous disais tout à l'heure, pénalisé parce que nous, en envoyons nos 30 ou 40 prélèvements par jour. Donc de malades symptomatiques qui sont hospitalisés. Donc pour vous, la priorité doit être donnée pour les personnes symptomatiques. Alors que les autres, on envoie 200 prélèvements, et ben on est noyé. Et c'est pour ça qu'on arrive actuellement, quand on est saturé, on a des résultats, malgré tous les efforts que fait l'Institut Pasteur, au moins 48, 72 heures et plus. Oui. Docteur Ketchi, professeur Ketchi, j'imagine que c'est le même constat dans votre service. Il y a aussi la pression redémarre. Oui, ça ne redémarre pas. À un moment donné, est-ce qu'il y a eu une accalmie quand même par rapport à... Il y a eu une accalmie. D'ailleurs, on a commencé déjà à réfléchir, à s'organiser, parce qu'au début, on a créé un circuit de prise en charge. Et après, on a commencé à comment démanteler ce circuit progressivement. Et reprendre l'activité, parce qu'on a reçu une instruction du ministère de la Santé pour reprendre l'activité, malgré que nous, à Rouiba, on a un petit peu la particularité. L'activité, c'est-à-dire par rapport aux autres pathologies. Aux autres pathologies, c'est qu'on n'a rien arrêté. En réalité, tous les services ont continué à fonctionner, mais peut-être la chirurgie, on n'a rien arrêté. La pneumologie a continué à moitié, médecine interne à moitié, les urgences à moitié, chirurgie à moitié. Et on a fait un centre Covid. Bon, le Roche peut-être n'est pas le même à Boufari. Nous, l'hôpital complètement Covid. Voilà, nous on a fait on a fait un centre Covid, mais Rouiba est trop sollicité pour d'autres pathologies. Donc en fait, on n'a pas pu arrêter ça. Et après, quand il y avait un déclin, on a senti que probablement les autres pathologies deviennent une priorité. Mais après, maintenant, ce n'est plus le cas, parce que déjà, pratiquement, on est presque à un mois qu'on s'affiche complet. Et on a pratiquement 70 lits d'hospitalisation, toujours pleins. Et actuellement... Vous étiez dans l'obligation de revoir la manière dont vous prenez en charge les gens, par exemple la durée de l'hospitalisation? Ben oui, ça, parce qu'on a suivi l'instruction ministérielle qui nous a autorisé en fait à libérer les patients avant, malgré que réellement nous on a commencé à appliquer ça bien avant, au début, on a commencé à travailler. D'ailleurs, le travail qu'on a publié sur le profil clinique et biologique et radiologique des patients Covid dans notre région. La moyenne de la durée d'hospitalisation, c'était 7 jours. Et ça varie entre 2-3 jours jusqu'à 12-13 jours. Mais puis, après, on a commencé à appliquer la réglementation à 10 jours. Maintenant, les choses se sont libérées. On libère plus rapidement. Mais si on libère plus rapidement pour des patients qui sont symptomatiques, on va revenir à la moyenne. Ça sera 6-7 jours d'hospitalisation. C'est-à-dire on ne peut pas descendre au-delà. Est-ce qu'on confine à domicile les personnes qui ont des formes bénignes? Ou on prend en charge tout le monde aujourd'hui? Nous, on prend les sujets symptomatiques. Mais si on veut prendre les patients qui sont symptomatiques et des formes bénignes, moi je pense que ça nécessite encore une autre organisation. Chose qu'on n'a pas encore fait, je pense, c'est partout, c'est la même chose. Parce que là, je pense que les autorités de santé doivent penser à ça. Et rapidement, c'est qu'on doit créer des petites unités dans des hôpitaux qui peuvent recevoir les patients, les formes bénins, pour lesquels on peut rapidement pratiquer sur place un petit bilan, ECG, on donne le traitement, on libère le patient, et après on peut le revoir dans 3 jours pour un ECG de contrôle. La crainte peut-être que ces gens-là ne respectent pas vraiment le confinement, docteur Yousfi. Donc, c'est déjà arrivé. On a évolué, comme dans tous les pays, sur l'épidémie. Je vous avais dit au début, pendant 23 jours, c'était de prendre en charge les formes asymptomatiques, systématiquement en isolement, sans traitement. À partir du 23 mars, on a commencé à traiter. Et d'ailleurs, on avait participé donc, à l'élaboration de la circulaire du 23 mars, où il y avait donc la chloroquine, et on a commencé à traiter les formes modérées et sévères. Il faut rappeler que vous venez de l'hôpital qui a eu les premiers cas, voire le premier cas du Covid, et vous êtes un des premiers aussi qui a commencé à appliquer la chloroquine. Le 23 mars. Et on est à plus de 1000 malades traités actuellement, tous avec des PCR. Donc je disais, là, à partir du 23, la sécurité, c'était de traiter les formes modérées à sévères. Les formes bénignes, donc, où les cas bénins n'étaient pas traités. Lorsqu'on les recevait, ils étaient confinés à la maison et donc confinés pendant 14 jours. Est-ce qu'il y avait un respect du confinement? Ça, c'est très important. Oui, de ce côté-là, il y avait quand même une certaine peur, on va dire, tout début. Peur et une certaine discipline. Après, il y avait des dérives. Là, dans certaines régions. Il y a eu un relâchement. Donc là, le ministère de la Santé, courant du mois d'avril, a fait donc une circulaire pour traiter tout le monde, symptomatique
y compris les formes bénignes. Donc, mais asymptomatiques, jusqu'à présent, on ne les prend pas en charge, c'est-à-dire en termes de prélèvement, et on ne les traite pas. Donc, les formes bénignes, et comme disait le professeur Ketfi, là aussi en fonction de l'épidémie. Nous, comme on a eu beaucoup de cas, lorsqu'on a commencé à traiter, on a commencé au début à aller aux 10 jours de traitement. Puis, avec l'afflux qu'on a eu vers début avril, on modulait ça, donc on faisait sortir les malades au 7e jour, tout en continuant les 3 jours qui leur restaient à la maison, et on les revoyait au 11e jour, donc les modérés ou sévères. Puis lorsque ça a commencé à se calmer un petit peu, on est revenu à 10 jours, donc, et les malades ne sortaient pas avant 10 jours. Maintenant, depuis un mois, pratiquement depuis l'aide, maintenant on est revenu progressivement, ça fait maintenant 3 semaines, on descend de 10 jours, 9 jours, 8 jours, 7 jours, et maintenant, on est à 7 jours. Et les formes bénignes, maintenant, on peut aller jusqu'à 3 jours pour les formes bénignes. Donc, mais ils restent confinés chez eux. Bien sûr. Donc, quand on a des bilan cardiaque. On fait ce bilan à l'hôpital du jour. Oui. On commence le traitement à domicile. On refait le CG à 48 heures après. Et le malade continue donc à domicile. Ça, c'est faisable. Mais il faudrait qu'il y ait cette organisation. Absolument. L'organisation et puis aussi le degré de conscience du malade. Oui. Parce que encore faut-il que les malades restent chez eux et comprennent qu'ils sont un danger potentiel. Parce que je vous pose cette question parce que là, on parle de petits villages, oui, comme par exemple à Ouled Djellel ou ailleurs, où les gens ne sont pas forcément, n'ont pas un degré peut-être de conscience qui est forcément celui d'une personne qui vient de la ville, et parfois des gens peut-être de régions reculées, à qui il faudrait vraiment expliquer le danger de cette maladie pour qu'ils puissent, voilà, pour qu'ils soient conscients. Tout à fait d'accord. Mais on n'a pas le choix. Encore une fois, on n'a pas. C'est ça. C'est l'évolution de l'épidémie, parce qu'il y a 2 éléments. Ce n'est pas un problème de lit uniquement, mais c'est un problème aussi de personnel qui prend en charge. Surtout qu'on est à 4 mois, parce que vous pouvez ouvrir des milliers de lits. Et qui va s'occuper de ces malades? Absolument, ça c'est très important. En plus de ça, c'est un EPH. Pour revenir encore une fois sur le cas qu'on a vu au tout début de cette émission, c'est un EPH où peut-être le nombre de personnel n'est pas celui d'un CHU. Je suis dans un EPH aussi. Hein. Oui, ça je le sais, docteur Youssi, merci de me le rappeler. Alors, docteur Ketfi, la situation est là, on en a parlé, les hôpitaux sont saturés. Alors si on en est là aujourd'hui, est-ce que quelque part, c'est parce qu'on a échoué dans la politique de... Est-ce que c'est un échec dans la politique de prévention? Est-ce que vous pensez quelque part finalement que le confinement tel qu'il a été instauré a sauvé des vies? Moi, je suis plus clinicien qu'épidémiologue. Oui. Hein, pour que je ne... Mais je suis sûr que vous avez un avis là-dessus. Bien sûr, je suis observateur, d'accord, mais je ne suis pas expert en épidémiologie. Oui. Donc ça fait 5 mois que vous êtes sous pression, vous avez certainement un avis. J'aime bien parler là où je maîtrise. Donc, tout ce que je reviens sur quelque chose, c'est actuellement, sur le plan clinique, biologique et radiologique, ou plutôt scanographique, oui, on arrive à définir... Bon, approximativement certainement, mais, oui, à un degré de sensibilité, de spécificité assez élevé, quels sont les patients qui évoluent éventuellement vers des formes graves et des patients, généralement, les formes bénignes. La publication que vous avez faite revient sur ça, d'ailleurs. C'était ça, et encore un autre travail qui était encore plus spécialisé sur ça, qui est en cours de publication. En fait, ça permet de donner une idée claire. Quels sont les patients qu'on doit hospitaliser, quels sont les patients qu'on peut libérer par un hôpital du jour, comme Dr Yousfi vient de le proposer. Oui. Et je pense que c'est une attitude qui est urgente, mais seulement que ça demande beaucoup de travail de la part de la cellule de crise, parce que ce n'est pas le même niveau de préparation qui est partout. Ce n'est pas la même réception qui est partout, mais par contre, elle est nécessaire parce que la demande est importante et les hôpitaux ne peuvent plus répondre. Ne peut plus répondre à la demande. Concernant votre question, concernant est-ce qu'il y a une erreur quelque part dans la démarche de prévention? Moi, je pense que personne ne peut dire qu'il y a une erreur quelque part. Parce qu'en réalité, tout simplement, le virus, on ne le connaît pas, on ne connaît pas son comportement. Et on ne sait pas ce que si on a confiné très bien, peut-être qu'on a pu éradiquer le virus. Mais si on l'éradique, qu'est-ce qui revient? Éradiquer le virus, peut-être pas, mais sauver des vies. Sauver des vies, d'accord, mais sauver des vies pour combien de temps? Est-ce que le virus va revenir après le moment? Parce que tôt ou tard, on va déconfiner. Et quand on déconfine, est-ce que le virus va revenir ou non? Donc en fait, en réalité, c'est une question qui reste, dans la réponse, reste relative. Je pense que la chose qui est claire, c'est qu'on doit dire la vérité à la population. C'est que le virus, elle est là.
le virus, il est grave. Il est grave pour un nombre important de la population. Oui. Et le virus, on ne peut pas en fait, le traiter d'une façon banale pour un nombre important de la population. Toujours est-il que ça nécessite des mesures qu'on doit inciter la population à suivre. Ce sont essentiellement les 3 règles que tout le monde répète. La distanciation, port de bavette et hygiène de vie. Ça, je pense que c'est capital. Vous pensez quelque part... insister sur ça. Par contre, je m'excuse. Oui, allez-y, terminez. Par contre, pour le déconfinement, moi, je pense que... parce que nous, médecins, bien sûr, moi, je suis médecin, moi, j'aimerais bien que confinement total. Et il y a plus de... Mais il n'y a pas que les médecins. C'est une réflexion qui doit concerner staff gouvernemental, avec des économistes, avec des commerçants. Il y a des gens qui vivent de leur commerce, de leur... Donc là, on ne peut pas vraiment... Vous dites en gros, finalement, professeur Ketchi, que s'il y a un relâchement parmi la population aujourd'hui, c'est parce que aussi, peut-être qu'on est responsable d'un discours qui a été tenu jusqu'ici, un discours qui banalisait cette maladie. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Youssi? Non, peut-être je suis aussi un peu plus clinicien, épidémiologiste, parce qu'on est infectiologue, donc on a l'habitude de ces épidémies. Écoutez, c'est clair que ce qui a été fait comme mesure dès le départ, c'était ce qu'il fallait faire en termes de fermeture, donc des frontières. Donc vous pensez que le confinement a sauvé des vies? Oui, ça c'est clair. C'est clair. Nous, on l'a vécu à Blida. Oui. Le confinement nous a permis de circonscrire. À Blida, c'est la seule région où on a fait un confinement total. Oui, voilà. Confinement total. Mais c'était la région où c'était l'explosion en termes d'épidémie. Donc là, le confinement, malgré qu'il n'a pas été respecté complètement, ce confinement total a sauvé des vies. Ça nous a permis, et d'ailleurs, je vais vous donner la preuve après, ça a permis donc de circonscrire, ça a permis donc par rapport aux autres wilayas, mais surtout par rapport à la wilaya de Blida, donc malgré que nous a mis une pression énorme qui continue jusqu'à présent, et je vous disais, au début, on partait au début des formes asymptomatiques, puis des formes symptomatiques qui devenaient de plus en plus graves. Et à la fin du confinement, les formes étaient beaucoup plus simples, beaucoup plus bénignes. On avait moins de cas graves, on avait moins de décès, moins de malades qu'on envoyait en réanimation. Ça, c'est la preuve que le confinement, donc, a marché. Même s'il n'était pas, comme je vous disais, maintenant, comme dans tous les pays du monde, il y a l'obligation de confinement à une certaine période de l'épidémie, et après, il y a le déconfinement. Le déconfinement est obligatoire. Le déconfinement est obligatoire, médicalement, du point de vue social, du point de vue économique. Mais la problématique, elle est très claire. La problématique, c'est que le déconfinement, comme ça se fait dans tous les pays du monde, est accompagné des mesures de distanciation sociale. Ce qui n'a pas été respecté chez nous, il y a 2 éléments. Ça n'a pas été respecté et on n'a pas fait respecter. Parce qu'il y a le problème du citoyen, moi je l'ai dit à plusieurs reprises, il n'y a qu'à voir après le dernier discours de M. le Président de la République. Donc on revient aux mesures dissuasives, parce que là, ce qui s'est passé, on était sur la bonne voie, comme ça se fait actuellement en Europe, en Italie, en France. Les agents disent, effectivement, c'est des milliers, nous c'est des centaines. Mais eux, ils sont dans la courbe descendante. Chaque jour, vous avez moins de malades hospitalisés, moins de malades en réanimation, moins de décès. Nous, chaque jour, depuis maintenant 3 semaines ou plus, on a plus de malades hospitalisés et plus de malades en réanimation. Ça veut dire qu'on n'a pas respecté. Docteur Youssi, vous en avez parlé tout à l'heure, ça fait 5 mois aujourd'hui que vous travaillez sans relâche. J'imagine que c'est votre cas aussi. Vous étiez contraint d'être séparé de votre famille. C'est aussi notre propos aujourd'hui, l'épuisement. Parce que ça aussi, c'est un autre aspect qui est très difficile aujourd'hui, qu'on avance dans cette pandémie avec des chiffres effarants qui font peur. Quel est aujourd'hui l'état d'esprit et l'état mental des troupes, j'ai envie de dire? Je pense qu'il est très clair qu'on est condamné à continuer à travailler. Ça, c'est clair. Là, c'est clair, hein, pour commencer par la fin, en fait. Maintenant, pour aller à cette fin et de continuer à travailler, moi, je pense que certaines mesures sont importantes. C'est que le personnel de santé a besoin de soutien. Soutien de la part des autorités, de la part de la population, mais chacun il a un rôle différent. L'État elle est dans l'obligation essentiellement d'apporter des moyens, les moyens de protection, les moyens de traitement, les moyens d'exploration, etc. L'organisation
travail. Oui. Ça aussi, c'est la répartition peut-être du travail de manière équitable aussi. La répartition du travail dans les unités de travail et le roulement équitable que certaines justices soient faites pratiquement dans tous les hôpitaux. Ça permet de partager d'abord l'effort, partager la responsabilité et de donner cette assurance qu'on est tous là, hein, on travaille tous, on fait face tous à la maladie. La part aussi, le rôle du citoyen est important. Docteur Yousfi a bien détaillé concernant les mesures que le citoyen peut apporter pour aider le personnel de santé à faire face à cette maladie. Essentiellement, les mesures qu'on répète toujours, distanciation, port de bavette et hygiène de vie. Je pense que le concours de ces éléments permet d'aider le personnel de santé à surmonter et à continuer à travailler. En tous les cas, toujours est-il que ça va continuer à travailler, on n'a pas le choix. Mais toujours est-il qu'on continue à travailler, certainement aussi qu'il y aura des problèmes. Oui. D'ici là, que des gens qui se trouvent fatigués, qui demandent d'être renouvellement du staff. En plus, c'est la période des congés, maintenant on va vers... C'est l'été, la chaleur. Absolument. Donc c'est un milieu de travail, croyez-moi, quand on porte la combinaison et on est dedans, on voit les patients, ce n'est pas facile, on peut rester 6 heures jusqu'à voire plus avec les malades. Absolument. Ce n'est pas facile, mais je pense que là, on n'a pas le choix, on doit continuer à travailler. Certaine équitabilité dans le travail, certains soutiens, je pense, ça permet de surmonter ce défi. J'ai envie de revenir sur votre expérience personnelle, docteur Yousfi. Vous étiez séparé de votre famille, vous êtes resté presque 4 mois durant lesquels vous n'avez pas vu vos parents. Alors quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Si vous le permettez, avant de répondre à ça, je demande ce que disait Ketchi. Allez-y. C'est vrai, parce que c'est une particularité qu'on a à Boufarek. Vous avez parlé de EPH, nous c'était un EPH, c'est un service de santé publique, on n'a pas de résidents, on a très peu de généralistes, et donc c'est totalement différent dans les services hospitalo-universitaires où vous avez des équipes. Et lorsqu'il disait partager et équité, on ne l'a pas. On l'a pas. On a un CHU à côté de Blida, où le nombre de personnes est beaucoup plus important, où le nombre de lits réservés au Covid est venu bien après, fin mars, début avril, moins plus important. Nous, on a un hôpital de 135 lits, avec une équipe d'infectiologues aidée par les internistes, donc, et qui fait un travail énorme depuis le 29 février non-stop, sans s'arrêter un seul jour, alors qu'ailleurs, les rotations se font, les gens travaillent une semaine, 15 jours, se reposent. Ce n'est pas le cas chez nous, c'est impossible. Et donc là, c'est important de le dire et de le redire. Cette équipe, cet hôpital de Boufarek, qui a... il y a eu ce concours. Vous avez une bonne réputation aujourd'hui, docteur Yousfi. On sait très bien que vous êtes quelqu'un qui travaille. Mais le problème n'est pas là. Mais écoutez, mais ce problème, ce n'est pas de travail. Les gens sont... Plutôt, l'équipe est épuisée pour les raisons que je viens de dire. C'est une équipe... Je parle de l'équipe. Vous êtes une équipe qui travaille. Elle travaille, et on est debout encore, mais quand même, il faut que je tire la sonnette d'alarme. Je l'ai déjà dit. Comment peut-on lutter contre l'épuisement et l'état mental dans lequel vous êtes aujourd'hui? C'est en étant aidé. Avec cette équité, en renouvelant les équipes. Mais lorsque vous avez des mères de famille que j'ai dans l'équipe, dans la moitié de 90%, donc qui sont offrant depuis le 5e mois, c'est pas évident. Donc pour répondre à votre question, c'est le cas de mes collaboratrices, de mes collaborateurs. Donc les gens n'ont pas vu leur famille. Alors je passe sur celles qui ont, avec tout le risque qu'elles font, donc qu'on fait tous en allant d'Alger, donc à Boufarek tous les jours, avec le risque qu'on ramène chez nous, et des parents qu'on n'a pas vus 3 mois ou 4 mois qu'on ne voit pas, c'est ça. Mais là, encore une fois, mon appel, on n'est pas, et je l'ai dit au ministre il y a quelques jours de ça, on n'est pas donc assez aidé pour aider ces équipes, et surtout là où il y a le foyer de l'épidémie. Parce que si vous êtes fatigué, docteur Yousfi, je vous ai posé la question sur votre état personnel. Fatigué, croyez-moi, on est fatigué physiquement, moralement, mais on a un devoir, on est en devoir, on tient, on est en face. Faudrait-il qu'on nous écoute à travers la population, à travers l'application par les autres mesures d'exercice, et surtout qu'on nous aide aussi les autres confrères, parce qu'il y a pas mal de confrères qui n'ont pas la même charge de travail que nous. Il y a certains qui ne sont pas du tout au front du Covid, il y a certains qui le sont moins, qui se partagent, c'est tout. On ne demande pas à prendre... Vous avez parlé de vacances, il n'y a pas de vacances. On est au juillet, il n'est pas question cette année au niveau de l'évolution de prendre congé. On n'a même pas le temps de prendre quelques jours, en tout cas au niveau de Boufarek. Oui. Oui, vous
voulez rebondir, allez-y. Oui, voilà, bien sûr. Bien moi, sûr, je pense que c'est une proposition, et il a parlé de quelque chose de très important, c'est que, en fait, il y a des structures de santé de proximité, je pense partout, même dans les CHU, il y a d'autres intervenants. On a parlé même de l'intégration des privés aussi, voilà. de la participation du privé aussi dans cette crise, pourquoi pas? Moi, je pense, mais c'est-à-dire, en fait, en d'autres termes, une cellule de réflexion centralisée doit penser déjà à ça, parce qu'en fait, on commence à s'inscrire dans la chronicité. Absolument. Voilà, donc on doit penser que les équipes doivent se renouveler pour pouvoir continuer à travailler de façon, bien sûr, de façon plus ou moins, on va dire, en rotation. Calme, en rotation. Et ça permet d'encourager tout le monde. Oui. Quand tout le monde y participe, moi je pense que tout le monde va travailler, ça va continuer. Clair. La lutte va continuer. Autre chose, je voulais rebondir sur le confinement qu'on a parlé tout à l'heure. Moi je pense que le confinement, en fait, il permet essentiellement de réguler le flux, c'est-à-dire il permet de diminuer à un moment donné le flux quand il est important, et ça permet de donner aux équipes de santé pour prendre en charge mieux des patients. Parce qu'en fait, quand le flux est important, on ne peut pas prendre en charge bien les patients. Et on est dépassé aussi. Quand on est dépassé. Le confinement, c'est très simple, ce que je disais. On doit casser la chaîne de transmission à un certain moment où cette transmission est très importante, sinon on sera débordé au niveau des structures de santé. On casse, donc c'est une période bien précise où on doit casser, puis après on gère le flux, après avec le déconfinement. Oui. Est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui une baisse de la virulence du virus? Parce que c'est ça, habituellement, une pandémie, ça commence avec un virus qui est dangereux ou mortel, mais au bout de quelques mois, les virus perdent de leur virulence. Est-ce qu'aujourd'hui, on en est là ou non, finalement? Moi, pour cette question, franchement, moi, je pense que beaucoup d'hypothèses, en fait. On a bien écouté des experts en virologie qui ont parlé de cette virulence. Et certaines hypothèses ont été avancées, mais par des éminents virologues, mais personne n'a prouvé en fait que les choses vont évoluer de la sorte. C'est que on s'attendait, si on fait comparaison avec d'autres virus, tels que le virus de la grippe, c'est le cas. C'est qu'en général, on va s'attendre à la période de sécheresse, de l'été, ça va abaisser, ça va se casser parfois, et puis la virulence va diminuer. Mais ça, c'est un virus, apparemment, qui se comporte autrement. Et on ne connaît pas, en fait, comment ça va évoluer. Et je pense qu'il peut apporter un plus. Il y a beaucoup de... d'hypothèses. Beaucoup de choses qu'on est en train de connaître au fur et à mesure. Aussi bien dans la connaissance du virus, de sa physiopathologie, de son traitement. Donc il n'y a qu'à voir ce qu'on avait en termes de chloroquine, en termes après des anticoagulants, en termes de corticoïdes, etc. Tout ça, c'est la connaissance. En termes du virus lui-même, effectivement, certains disaient avec la chaleur, on est en train de voir ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe chez nous. Ce n'est pas donc ce problème de virus, combien il va de virulence, combien il va rester, comment il va évoluer, il y a beaucoup d'inconnus. Mais ce qui est important, c'est qu'on est en train de le voir dans les autres pays, c'est que en respectant ces mesures, quelle que soit la virulence du gène, quel que soit donc on va descendre et maîtriser et vivre avec ce virus le temps qu'il faut, des semaines ou des mois, mais vivre avec un nombre qui n'est pas donc important. Et à partir de là, il faudrait que le citoyen algérien se mette dans la tête que le virus est là, qu'il peut avoir ses activités plus ou moins normales en respectant ces mesures. Mais s'il se met dans la tête que il veut revenir à la période avant l'épidémie, c'est-à-dire que khalas, c'est bon, c'est fini, eh bien, on se trompe lourdement. Et la preuve, c'est ce qu'on a dit. Lorsqu'on arrive à célébrer des mariages comme si rien ne s'était passé, c'est de la folie, c'est de l'inconscience. Justement, parmi les mesures annoncées par le gouvernement cette semaine, celle qui offre les prérogatives, enfin c'est plus un rappel des prérogatives données au Wali pour décider du confinement d'un quartier ou d'un village. Qu'en pensez-vous ? On a l'impression qu'on a du mal à appliquer ce genre de mesures. Moi, je pense que c'est une mesure adéquate. C'est très simple. En fait, c'est qu'en réalité, le confinement qui a été décidé au début de façon centralisée, c'était presque la même chose parce que ça a concerné certains endroits, ça n'a pas concerné d'autres. Ça concernait des endroits de façon différente à d'autres endroits en fonction de l'importance de l'épidémie. En fait, les choses ont été décentralisées, mais ça reste pratiquement la même chose. Quand on a un foyer dans un endroit bien déterminé, l'idéal, c'est de fermer cet endroit. C'est-à-dire on doit cibler
quel est l'endroit qui doit être fermé. Ce n'est pas on va sanctionner un nombre important de la population, c'est-à-dire en d'autres termes, on va aussi sanctionner la productivité de l'économie du citoyen et sur plusieurs facettes. Donc en fait, ça, je pense que c'est une mesure, théoriquement, elle est bien, mais ça nécessite qu'elle soit appliquée d'une façon adéquate. C'est-à-dire que les foyers seront ciblés par des professionnels de façon précise et que le confinement dans ces endroits soit fait d'une façon stricte pour une durée suffisante. Et ça, là, ça va permettre de donner les résultats escomptés. Oui, est-ce qu'on a les moyens justement de cerner les clusters et de les définir par région? Je voulais juste dire qu'on est au 5e mois de l'épidémie. Autant le confinement au début, avec la montée en puissance donc, de l'épidémie et la transmission, il y avait des décisions qui étaient beaucoup plus centrales avec le relais au niveau local parce qu'il fallait prendre des décisions fortes qui étaient le confinement total d'une wilaya ou en partie d'autres wilayas. Là, on est en déconfinement. On est en déconfinement. On ne va pas reconfiner comme on l'a fait il y a 4 mois de ça. Et donc, aussi bien l'évolution de l'épidémie, la lassitude du citoyen, des professionnels de la santé avec cette saturation, il faut impérativement, et des enquêtes épidémiologiques qui sont faites depuis le début. Il faut dire aussi, c'est pas moi je tiens à saluer tout le travail qui a été fait parmi les équipes de DCMEP à travers le pays, particulièrement je dirais donc à Belida. L'enquête, donc le travail que fait l'équipe du professeur Belhoussine, c'est pour aller dans le détail de certaines régions, mais le travail quotidien... Pourquoi on a l'impression que c'est long, on a l'impression que c'est pas efficace? Non, alors vous vous trompez. Le travail est fait tous les jours. Je ne parle pas de ce que fait le professeur Belhoussine, je parle du travail du DCMEP tous les jours. Dès qu'on a des cas qui sont confirmés, automatiquement le CMEP... Il y a des enquêtes automatiquement, le CMEP de l'hôpital, il est informé. C'est lui qui donne l'information au CMEP des EPSP, parce que ce n'est pas ceux de l'hôpital qui font l'enquête. Des EPSP qui vont automatiquement faire l'enquête autour du cas. Les dernières mesures du gouvernement, c'est quoi? C'est de donner plus de moyens en termes de véhicules, etc., pour aller dans la précision de tout ce qui est cluster, comme vous dites. Mais ce travail est fait. Ça ne veut pas dire que depuis 4 mois, les enquêtes... Et grâce à ces enquêtes qu'on a pu... Maintenant, on est dans le travail de finition, si vous voulez, pour essayer. Et ça permet à ce moment-là aux différents walis, donc, de pouvoir... le président de la PC, le wali, de pouvoir dire c'est toute la ville, c'est un quartier, et de prendre les mesures nécessaires. Mais comme disait Ketfi tout à l'heure, faudrait-il, excusez-moi du terme, parce que là je renvoie la balle, il y a le problème du citoyen, il y a le problème de la mise en application, aussi bien des mesures au niveau central du gouvernement que surtout des mesures au niveau local, la mise en application réelle. Mais c'est ça, on parle surtout sur le niveau local, je vous parlais des walis, ou alors encore des forces de l'ordre. Le côté médical est fait, c'est-à-dire les enquêtes sont faites, c'est bien déterminé, la prise en charge elle est faite. La balle est au niveau des autorités locales en termes de... Nous, on fait notre travail, on leur dit, donc les enquêtes, voici. On leur dit du point de vue prise en charge, du point de vue, voici en tant qu'expert, mais... Vous appelez à ce qu'il y ait plus de rigueur. C'est ça. Docteur Ketfi, professeur Ketfi, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez aussi qu'il n'y a pas assez de rigueur dans l'application de ces mesures? Moi, je ne peux pas me prononcer beaucoup sur ça parce que je ne connais pas. Sur le terrain, comment voyez-vous l'application des mesures sur le terrain? Yousfi, il est très impliqué dans le côté épidémiologique. Nous, on est dans le dedans. Qu'est-ce que vous pensez du avec les malades? Pardon, mais je peux apporter mon témoignage seulement, c'est que nous, quand on hospitalise des patients, on transmet les informations à un service prévention au niveau de l'hôpital qui va contacter en fonction de l'adresse des patients, il va contacter les CMEP. Après, les CMEP ils vont faire ce travail-là. Maintenant, après nous, on s'occupe de notre travail, on ne va pas chercher après qu'est-ce que les CMEP... Mais j'imagine certainement qu'ils font bien leur travail. Qu'est-ce que vous pensez de l'obligation du port du masque dans la voiture? Franchement, je serais franc, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, parce que si je suis seul, si je suis avec d'autres personnes, oui, je suis d'accord, mais si je suis seul, ça n'a pas de sens, parce que tout simplement, si je porte le masque seul, je vais en fait éviter de contaminer qui et qui va me contaminer. C'est la question claire. Maintenant,
Moi, c'est ma réflexion médecin. Maintenant, s'il y a d'autres réflexions, d'autres considérations d'ordre psychologique ou autre, ça je ne sais pas, que je ne maîtrise pas, mais en tant que médecin, moi je ne vois pas l'utilité. Oui. Docteur Yousfi, l'Université de Boston a validé l'efficacité de l'éclairage UVC et sa capacité de désactivation du virus responsable du Covid-19. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Ça, c'est très récent. Hein, oui, je sais. Oui. Beaucoup de choses qui sont en train d'être faites, donc, et beaucoup de procédés, aussi bien en termes de désinfection, en termes de destruction du virus, en termes de moyens de prévention. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, on connaît de mieux en mieux le virus et l'environnement. Mais ce qu'on demande, nous, le Boston, comme on dit, donc quand on applique, mais bon Dieu, qu'on applique, parce que, la différence de ce que disait mais on le voit dans notre environnement, on le voit lorsque les gens n'y croient pas, disent qu'il n'y a pas de corona, lorsque les gens ne portent pas, et lorsque les gens ne portent pas leur masque, lorsque les gens sont agglutinés au niveau des quartiers, on n'a pas besoin d'être médecin, on voit en tant que citoyen, dans les marchés, mais c'est ça. Là, donc c'est évident qu'on est en train de dire au virus venez. Mais c'est pour ça qu'encore une fois, la balle est au niveau du citoyen et des autorités pour la mise en application. Concernant la voiture, là, je suis tout à fait d'accord avec le professeur. Nous, on est étonnés. On avait dit, lorsque la mesure a été annoncée au début, on avait réagi. Oui. Il y a eu tout. Après une rectification, on a enlevé. Absolument. Mais parce que le masque, c'est quoi? La bavette, c'est quoi? C'est pour éviter donc de transmettre donc à d'autres, parce que tout Algérien, tout citoyen dans le monde est potentiellement porteur du virus jusqu'à preuve du contraire. Et donc là, c'est pour éviter. Mais lorsque je suis seul dans la voiture, je n'ai aucun risque, je regarde aucun risque. Par contre, dès qu'il y a la deuxième personne, automatiquement. Alors nous, on a été étonnés pourquoi on a remis pour le conducteur seul. Oui. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci. Nous arrivons à la fin de ce numéro. On retiendra donc que le citoyen reste la pièce maîtresse, justement, dans la gestion de cette crise et l'endiguation de la pandémie. Rappelez-vous, les mots-clés resteront donc distanciation et port du masque et hygiène élémentaire. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.